Un besoin fonctionnel. Du coup, quelqu'un qui va faire de la recherche sur Google, il vient pour une fonction. Quelqu'un qui va sur YouTube, il vient pour une fonction. Il veut écouter, voir de la vidéo. Et parfois, des sites comme Google, YouTube vont prendre un branding spécifique en fonction d'un événement en changeant leur logo. Donc, c'est limite le peu qu'ils puissent faire pour contribuer à l'identification culturelle. Mais très vite, lorsqu'on est dans du produit numérique, on va passer tout de suite à la fonction au-delà de l'esthétique. Si c'était une galerie d'art, une exposition, un truc culturel, on va comprendre l'importance d'apporter une approche identitaire tout de suite dans l'interface qu'on va présenter aux gens. Mais si c'est pour la plupart des sites ou des applications, un musée exactement, mais si c'est pour la plupart des applications ou des services web que les gens utilisent pour résoudre des problèmes, on ne va pas prendre une appropriation culturelle. Le deuxième problème qui vient avec ça, si Google était fait par un Indien et l'Indien se met à mettre des motifs indiens en background avec beaucoup de couleurs et il produit ça en sa langue, en hindi, en fait, ça va tout de suite créer une grosse barrière à l'entrée, diminuer la quantité de personnes qui peuvent utiliser l'outil. Et là, on n'est pas dans un business de je veux être fier d'être africain, je veux sentir de la culture africaine partout. On est dans un business de je veux avoir le plus d'utilisateurs possible, donc je vais me faire le plus inclusif que possible. Si Google avait par exemple une vidéo de fond, la plupart des gens au Bénin n'auraient pas pu accéder au site web juste parce que la connexion Internet coûte cher et juste parce que rien qu'en venant, le fait de charger la plupart des éléments va prendre une éternité et deux, va bousiller votre forfait et donc vous n'allez pas vouloir aller sur le site. Donc, si je mets vraiment de côté le côté esthétique et amour, je vais aussi dire égo culturel, quand on va aller tout de suite dans le fond, dans la fonction et dans les objectifs business, le plus neutre on est, le plus facile on se fera accepter. Ensuite, on va aller dans le côté technique de développement. Lorsque vous allez prendre les librairies d'images, à part Iwaria, il y a vraiment très peu de librairies d'images qui sont purement, disons, africaines et qui mettent en avant des photos africaines. Ensuite, est-ce que en Afrique, quand on va prendre la population, il y a assez de créateurs de contenu qui connaissent l'importance de publier de la donnée en droit, en libre d'accès pour, je vais dire, fournir une base de données libres, gratuites, assez fournies sur ces plateformes comme Iwaria? Non. Il y a peu de créateurs de contenu qui vont faire le travail qu'il y a à faire pour rendre ces bibliothèques-là riches en données. Est-ce que les musiciens vont produire des beats faits à base de gons et de rythmes africains purs et mettre ça en libre d'accès? Non. En fait, généralement, malheureusement, en Afrique, il y a très peu de gens pour faire le travail qui doit être fait. Et encore pire, il y a très peu de gens pour le faire gratuitement. Il n'y a pas de structure dans l'industrie. Si tu es un musicien, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un système qui te permet d'avoir des royalties lorsque ta musique est utilisée dans un site web, dans une application? Non. Donc, il y a toute une industrie qui n'est pas encore formalisée, qui est un peu embryonnaire, qui fait que même si tu as l'envie, tu ne vas pas avoir accès à la ressource. Lorsque je vais prendre même les icônes, quel designer a déjà dessiné un pack d'icônes purement basé sur des choses qui sont typiquement culturelles africaines, qui a mis ça en ligne, et quel est le développeur qui s'est associé avec ce designer-là pour, au-delà que la ressource SVG soit téléchargeable en ligne, mais faire de ça un dépôt GitHub où tu peux simplement importer une ligne de code dans ton head de HTML et pouvoir facilement intégrer ça un peu comme on peut voir avec Bootstrap, avec les librairies Google, Fonts, etc. Donc, il y a tout un travail, il y a toute une industrie qui n'est pas organisée, qui va faire que la chose la plus simple que tu pourrais avoir, c'est des photos. Et à part les photos, tu pourrais avoir des illustrations si tu recrutes un illustrateur. Tu pourrais avoir des icônes si tu as l'argent et le temps pour développer ça. Et ça fait qu'il y a tellement de briques
de complexité qui s'ajoute à ton projet que si ton but est de créer un service d'hébergement vidéo, tu ne vas pas laisser le but principal qui est de rendre la vidéo accessible à ton public pour te mettre à dire je veux recruter un illustrateur qui va me faire des illustrations particulières. Ensuite, je vais recruter un photographe, chercher des mannequins qui vont faire un shooting photo. Ensuite, je vais recruter un designer d'icônes qui va faire des icônes. Ça devient juste trop dur de produire tout from scratch et c'est beaucoup plus simple d'aller chercher dans des bibliothèques qui existent déjà. Donc, c'est toutes ces barrières à l'entrée, je vais dire, qui sont d'abord liées à notre environnement qui ne produit pas. Ensuite, oui, tu vas simplement passer à côté de la fonction principale. Il y a les barrières qui sont liées à la technique. Combien de données ça va prendre? Comment est-ce que le service va être utilisé sur le mobile? Est-ce que en tant que développeur, ce sera facile à coder? Est-ce qu'on a le temps de se mettre à passer beaucoup de temps sur l'esthétique? Bref, tout ça va venir très vite constituer des freins ou des goulots d'étranglement à ton ambition et tu vas te rendre compte que ça ne sert pas vraiment le business, mais ça sert plus, je vais dire, la fierté de dire, ouais, on a un site africain et ça ne paye pas les factures malheureusement ou pas encore. Donc, voilà ce que je peux dire pour ta première question. Je vais essayer d'aller sur la deuxième. Comment orienter le design vers l'art créatif et les talents artistiques? Donc, comment orienter le design vers l'art créatif et les talents artistiques? Donc, art créatif, design. Donc, qu'est-ce que tu entends par art créatif? Valérie, c'est toujours toi qui vas m'aider à répondre à cette question. J'aimerais bien savoir ce que tu entends ou ce que tu sous-entends par art créatif. Bon, quand je parle d'art créatif, bon là, c'est bien quelque chose de créatif. Je crois que je me suis un peu planté sur la question. Mais Oui. quand je pense beaucoup plus au modèle, mais en même temps, quand je regarde la question, en fait, ma compréhension de la question et la réponse que vous avez donnée à ma question précédente, je pense que ça se rejoint assez facilement. Parce que ça revient à la question de modèle en matière de, par exemple, la 3D. OK. Donc, ouais, je pensais beaucoup plus à la 3D. Parce que il y a par exemple, il y a chez nous comment on l'appelle déjà? Un tailleur de pierre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, Charlie Dicou. Je ne le connais pas, je vais chercher Charlie Dicou. OK. Charlie Dicou, très bien. Du coup, il y a par exemple un tailleur de pierre qui est comme ça et qui réalise des œuvres, des sortes de statues, mais en utilisant de la pierre. Il utilise beaucoup plus du ciment, quelque chose comme ça. Il utilise du ciment pour réaliser des statues et tout. Moi, je me suis dit, OK, si on pouvait concevoir, par exemple, il est passionné en train de construire sa galerie d'art. Je me suis dit, si on pouvait concevoir, par exemple, un produit numérique, prenons par exemple un site web, mais au lieu, en fait, que ce soit simplement une présentation de site web, ce serait une sorte de modélisation de la galerie. Ouais, mais là, ça devient très technique déjà. Et puis les contraintes que vous avez énoncées, je me suis dit, oui, ça va pas être tellement évident, ce truc-là. Ok, je comprends mieux. Du coup, je vais parler en détail de certains facteurs qui vont faire que beaucoup d'Africains auront ce que on va appeler des barrières à l'entrée pour s'investir dans certaines industries. Je vais prendre l'industrie de la 3D. Lorsque tu veux faire de la 3D, tu as besoin, première chose, d'une connexion Internet ultra puissante, ultra qualitative. Tu as besoin d'un ordinateur surpuissant, tu as besoin limite d'une machine de guerre et généralement sur un laptop, ça ne va pas aller. Il faut faire un desktop et il faut faire un desktop custom. Donc, connexion Internet de qualité, ordinateur de haute performance, ça fait déjà deux barrières techniques qui vont venir s'imposer à toi. Donc, ça veut dire que tu vas devoir importer depuis l'Europe ton matériel technique la plupart du temps, ou peut-être depuis le Nigeria. Tu vas avoir la douane, les taxes douanières qui vont rendre ton importation difficile. Ensuite, pour la connexion Internet, si la SBE ne coupe pas le courant et si la SBIN ne te dit pas qu'il n'est pas encore dans ton quartier ou si Isocel ne te laisse pas en plan pendant 3 mois avant de t'installer la connexion, ça veut dire que tu es très chanceux et que tu viens d'une famille très riche. Parce que investir, par exemple, 10 000 euros dans un ordinateur, ça fait 6 millions de francs CFA. Je ne crois pas que tout le monde puisse se le permettre. Je prends moi j'utilise un MacBook Pro M1 Pro, coût d'achat 1 750 000 si je dis pas de bêtises. Combien de personnes ont les moyens de prendre 1 750 000 et de mettre ça dans un PC? Et en fait,
dès que tu prends juste la 3D comme compétence, ça veut dire, même si tu as envie, même si tu en rêves, soit tu vas faire des choses très limitées avec du matériel d'entrée de gamme. Pour télécharger un fichier de 1 giga, tu vas passer, je sais pas, 2 heures en téléchargement, 3 heures en téléchargement. Lorsque quelqu'un d'autre, de l'autre côté, il va télécharger son fichier de 1 giga en 10 minutes maximum ou en 5 minutes même, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et quand on va voir les librairies de 3D, toi, enfin, si on vous met tous deux, même si on te fournissait le matériel, même si ton papa a le groupe électrogène, déjà la connexion Internet va devenir un goulot d'étranglement. Donc, il y a trop de barrières techniques qui font que certains métiers au Bénin ou en Afrique généralement, actuellement, ne sont pas vraiment accessibles. Donc, il y a ce côté qu'il faut quand même garder à l'esprit. Je peux bien avoir une ambition, mais l'environnement dans lequel je suis, s'il ne permet pas le développement de mon plein potentiel, ça va limiter la capacité ou ma capacité à exceller dans ce domaine. Donc, dès que vous êtes dans le mauvais environnement, ça fait déjà un mauvais départ. Et ça fait que plein de gens ne pourront pas avoir accès à un certain nombre de rêves ou d'ambitions. Donc, tu prends 100 enfants béninois et on dit qu'il faut un kit débutant de 15 000 euros pour avoir un bon ordinateur, les bons logiciels, ne pas acheter les versions craquées, payer les abonnements. S'il faut 15 000 euros, ça fait déjà, je sais pas, seulement 5-2% de la population béninoise qui peut se le permettre et des enfants de riches, de privilégiés. Et maintenant, lorsque tu vas prendre Charlie Dicon, qui est peut-être un tailleur de pierre, s'il utilise le ciment, c'est parce que c'est ce qui lui est accessible. Est-ce qu'il a des découpes laser? Est-ce qu'il a l'outillage spécifique pour pouvoir utiliser un autre matériel que ce qu'il a à sa disposition? Et même s'il veut, où est-ce qu'il va acheter le matériel? Et lorsque le matériel va se gâter, qui a les compétences techniques pour lui réparer ça? Supposons qu'il achète une découpe laser, une imprimante de précision. Où est-ce qu'il se fournit en matière première pour utiliser cette imprimante de précision et cette découpe laser? Où est-ce qu'il trouve un technicien qualifié pour réparer la machine lorsque ça se détériore? Comment il gère l'importation? Donc, ça fait qu'il y a juste trop de complications qui ne sont pas liées à ton envie, mais qui sont juste liées à l'environnement et qui vont faire que tu vas développer un sens du débrouillardise poussé. J'ai vu cette photo drôle où un gars a mis un bœuf sur une moto. Rien que l'idée même que quelqu'un puisse imaginer qu'il puisse mettre un bœuf sur une moto est impensable dans un certain environnement parce que à aucun moment une personne qui est née dans un certain environnement ne peut imaginer qu'un être humain ne va mettre un bœuf sur une moto. Mais parce que lui, il est né dans notre environnement, il sait qu'il doit utiliser les moyens dont il dispose, c'est-à-dire la moto, pour accomplir l'objet, c'est-à-dire le transport. Même si l'élément est au final disproportionné, il va trouver de l'ingéniosité, il va utiliser de la créativité pour arriver à accomplir l'objet, c'est-à-dire transporter le bœuf d'un endroit A à un endroit B. Donc, il y a tout ça là qui vont faire que c'est des choses qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas, le moment n'est pas encore là, ou à moins que tu aies envie d'être pionnier, de souffrir et d'être précurseur. Et être précurseur, être innovateur ou être novateur dans un domaine, c'est de la souffrance, c'est une voie de sacerdoce. C'est un peu comme si tu deviens un prêtre. Tu décides de consacrer ta vie, de donner ton être à l'objet de ton ambition et tu sais que tu vas juste travailler dur pour rendre le chemin plus facile pour d'autres personnes avant toi, mais pas vivre en tant que tel de profiter de ton ambition. Donc, comment orienter le design vers l'art créatif, les secteurs encore peu développés qui peinent à se faire connaître comme l'art? Donc, je crois que d'une certaine façon, j'ai répondu à cette question-là, dans le sens où, voilà, c'est pas en soi que les gens n'ont pas la capacité d'arriver à réussir dans ce domaine-là. C'est juste que l'environnement n'est pas encore prêt pour qu'ils puissent développer leur plein potentiel. Si tu vas semer, je sais pas, un baobab dans un pot de fleurs, n'attends pas de lui qu'il devienne un arbre solide d'ici 50 ans, un arbre tellement puissant dont on peut profiter de l'ombre et des ressources. Non, ce n'est pas possible. Ton environnement parfois définit le niveau à travers lequel tu peux te développer. Et par contre, parfois, ton environnement, lorsqu'il est contraignant, il te fait développer des capacités, de la créativité
que nulle part ailleurs on ne peut voir. Et ça aussi, ça fait ton avantage. Donc, ça a ses avantages et ça aussi ses inconvénients. Ensuite, tu dis quelles mesures sont prises actuellement sur le continent pour donner naissance à un art plus inspirant pour toute la communauté africaine. Bon, après, ce que moi je te dirais, c'est franchement, les choses que tu peux faire si tu te poses ce genre de questions, c'est de ne pas penser global. Une personne qui a faim ne révolutionne pas le monde. Tu ne peux pas essayer de répondre à tes besoins quotidiens et de changer le monde en même temps. C'est deux ambitions qui sont diamétralement opposées. Donc, la plupart du temps, ce qu'on fait lorsqu'on a des rêves de révolutionner toute une industrie, tout un secteur à l'échelle de son pays déjà avant même d'aller sur le continent, c'est on s'assure qu'on ne va pas avoir faim ou qu'on ne va pas avoir des problèmes de première nécessité. Ensuite, quand on a fini de s'assurer qu'on n'a plus faim, on n'a pas les problèmes de première nécessité, on peut commencer par vouloir changer les choses. Et savoir aussi que changer les choses, c'est prendre un chemin très dur, très difficile, qui est laborieux. Personne ne va te reconnaître ce que tu fais. Tu vas vivre seul, tu seras incompris. Et si tu checkes tout ça, tu pourras savoir si vraiment l'innovation et la création sont le chemin que tu veux emprunter ou si tu veux emprunter ce qu'on appelle la voie de la moindre résistance, c'est-à-dire un chemin beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, qui te permette de vivre une vie beaucoup plus accomplie en termes d'aisance, mais de vivre des compromis sur, je vais dire, tes idéaux ou tes idéologies. Donc, pour quelqu'un comme moi qui écrit sur les réseaux sociaux, je veux améliorer la vie d'1 milliard d'Africains grâce au design, je sais les limites qu'il y a dans ce genre de discours. Je sais que si je n'arrive pas à manger 3 fois par jour, si je n'arrive pas déjà à manger à ma faim, je ne peux pas aider quelqu'un en grande mesure. Aujourd'hui, je fais les Ayewa Talks. Ayewa, quand on le dit en Yoruba ou en Idacha, ça veut dire notre avenir, notre monde. C'est une façon de dire pour moi, OK, voici ma contribution pour construire l'Afrique dont je rêve. Le futur dont je rêve, je le fais à travers Ayewa. Du coup, je pensais au départ organiser des conférences. Pendant 2 ans, je n'ai pas pu. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle qui puisse me permettre de créer ce changement-là? J'ai dit, OK, je vais faire des talks pendant 1 heure tous les samedis. Mais avant de pouvoir faire ces talks pendant 1 heure tous les samedis, j'ai quand même pris les 8-9 dernières années de ma vie à améliorer mes compétences en tant que designer, à comprendre l'industrie, à faire du vrai travail et à devenir pertinent pour les gens qui vont m'écouter. Et aujourd'hui, prendre 1 heure chaque samedi pour partager avec ceux qui veulent bien venir, c'est mon essai d'apporter à la communauté africaine cette dose de créativité, même si je n'aime pas associer le design à l'art, parce que j'ai un background scientifique, mais c'est quand même apporter ce côté, OK, comment est-ce qu'on peut utiliser la créativité, comment est-ce qu'on peut utiliser nos cultures pour changer de façon importante l'environnement africain. Moi, je dis l'un de mes objectifs de vie, c'est que quand je serai 6 pieds sous terre, plus personne ne doit avoir honte d'être noir ou africain. Donc, où est-ce que ça commence? Si moi-même, je n'ai pas d'argent, si je suis pauvre, si ma vie n'intéresse personne, peu importe mes vidéos, peu importe les paroles intéressantes que je peux dire, ça ne va changer pas grand-chose parce que personne n'a envie de ressembler à un mec misérable. Donc, voilà. Pour parler en long et en large de ce sujet-là, commence par être pertinent en tant qu'individu, résous le problème de la faim et ensuite fais de petites choses à ton échelle pour amener un impact qui soit minime, un peu comme l'anecdote du colibri. Quel cursus suivre pour s'épanouir en tant qu'UX et UI designer? Oh, quel cursus suivre? Le UX design et le UI design sont deux choses totalement opposées, totalement différentes. L'UX design est psychologique, comportemental et l'UI design est art visuel et capacité à faire de la composition graphique sur une interface numérique, capacité à penser de l'interaction et des feedbacks sur un support 2D. Et bon, aujourd'hui avec l'AR et la VR, AR, enfin réalité augmentée et VR, réalité virtuelle, à penser cette interaction-là dans des environnements 3 dimensions. Donc, si tu parles du X, tu es dans la psychologie, tu es dans le comportement humain, tu es dans la sociologie, tu es dans la culture. Tu dois comprendre qu'est-ce qui définit la culture, la sociologie, l'anthropologie de l'environnement dans lequel tu veux développer tes compétences d'UX designer. Tu dois comprendre comment est-ce que le cerveau humain fonctionne et tu dois limite vouloir en tout temps maximiser
le mode de fonctionnement du cerveau, te baser sur ses biais, te baser sur l'anthropologie, comment le cerveau humain s'est formé au cours des 50 000 ans d'évolution pour pouvoir trouver des patterns pour améliorer une expérience utilisateur. L'UX design, lorsqu'on le pousse très loin, ça va tout de suite dans la manipulation de masse. C'est pour ça, enfin, la plupart des gens n'arrivent pas à se défaire des réseaux sociaux parce que ces grandes entreprises-là vont prendre des psychologues, vont prendre des sociologues, vont prendre des anthropologues pour comprendre au dernier niveau le comportement humain, la récompense, la façon dont le cerveau fonctionne pour pouvoir faire adopter des comportements à des gens. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est, on dit, ce n'est pas tes rêves qui définissent ton succès, mais c'est tes comportements. Donc, les grandes industries vont essayer enfin, on appelle ça du social engineering, social engineer, enfin, de l'ingénierie sociale, vont essayer de manipuler la masse dans son comportement pour l'amener à poser un certain nombre d'actions. C'est pour ça que la plupart des gens, dès qu'ils se réveillent le matin, la première chose qu'ils font, c'est prendre leur téléphone, checker leurs réseaux sociaux, alors que fondamentalement, checker son réseau social au réveil, ça n'a aucune valeur pour l'évolution humaine. C'est pour ça, tout le monde a les notifications activées et quand on a une notification, le temps, ça va faire ça va faire plein de choses parce que quand on regarde l'évolution humaine, la notification, c'est un peu comme être tout le temps vigilant et être à la quête de est-ce que le sentinelle du village va sortir une alerte comme quoi il y a une attaque de lion. Donc, c'est cette envie ou ce besoin de survivre et d'avoir la bonne information au bon moment pour survivre qui a causé dans l'évolution humaine cette aptitude-là à être sensible aux notifications, à être sensible au bruit, à être vigilant dès que on a une nouvelle information qui apparaît. C'est ne pas connaître le contenu de l'information qui nous pousse à appuyer le bouton pour voir toute l'information. Donc, on se base sur un fait qui est censé permettre à l'être humain de survivre pour transformer ça en quelque chose qui garde l'être humain dans une application ou dans un service afin de le pousser à y rester longtemps et à lui vendre de la publicité. De l'autre côté, le UI design, c'est plus vraiment du design visuel. Oui, l'UX, c'est la psychologie, c'est la sociologie, c'est vraiment ça. Enfin, plus tu veux devenir bon dans ce domaine-là, plus tu dois lire des livres de sociaux, de psycho, de manipulation, du cerveau, de son fonctionnement et de tout ce qui va avec. Mais de l'autre côté, l'UI design, c'est vraiment visuel. C'est vraiment comment est-ce que j'interagis. Lorsque action-réaction, lorsque je mène une action, comment est-ce que la réaction se fait voir? Comment est-ce que j'applique les règles du mouvement, enfin, plein de règles physiques et que je l'implique dans une interaction visuelle. C'est l'accessibilité, comment les gens perçoivent la couleur, comment est-ce que les gens vont voir ce que je fais. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est attrayant graphiquement? Donc, c'est pas du tout les mêmes domaines. Et du coup, pour la question de comment suivre un cursus pour s'épanouir en tant qu'UX et UI designer, je dirais ça, enfin, faut déjà développer ses connaissances dans tous ces domaines-là. Il faut savoir si tu veux travailler dans une start-up, dans une petite start-up, dans une boîte, en tant que designer intégré dans une entreprise. Donc, je suis designer à EcoBank, je suis designer à la SBE, je suis designer à l'APIEX, je suis designer chez Gozé. En fonction de ton ambition, c'est là, tu sauras s'il faut développer plus le côté UX ou s'il faut développer plus le côté UI. Si tu veux travailler avec des entreprises, des petites entreprises, là, tu peux dire que tu es UX, UI designer. Tu peux faire les deux en même temps parce que ça va jamais te demander d'étudier très loin la psychologie humaine. Tout ce dont tu as besoin comme information existe déjà. Mais dès que tu veux travailler dans des grands groupes comme Facebook, je sais pas, Twitter, Insta, Meta, whatever, dès que tu veux aller dans OK, mon appli va toucher 100 millions d'utilisateurs. Là, tu ne peux pas être UX, UI. C'est impossible. Soit tu es UX simplement, soit tu es UI. Et même dans UI, là, il y a tout un monde, il y a toute une industrie. Est-ce que tu fais de l'interaction design? Est-ce que tu fais du visual design pour les interfaces? Est-ce que tu fais du design système? Et il y a encore plein de spécifications dans les deux mondes. Donc, à aucun moment, tu ne peux faire les deux si tu veux travailler dans de très grandes industries.
Mais par contre, si tu veux travailler en tant que freelance indépendant, là, tu peux faire UX. Comment gagner sa vie en tant que freelance UX, UI? Donc, comment est-ce qu'on gagne sa vie en tant que freelance UX, UI? Comme je l'ai dit dans ma réponse précédente, si tu veux travailler avec les petites entreprises, les très petites entreprises ou les moyennes entreprises qui vont venir te voir et te dire, j'ai besoin d'un site web, tu développes un portfolio de UX, UI designer. Moi, en fait, j'ai commencé ma carrière de design dans le design qui s'appelait le design web à l'époque. Et aujourd'hui, j'en vis par recommandation. Mais en fait, généralement, pour faire du UX, UI design, il y a deux écoles. Il y a l'école des réseaux sociaux et il y a l'école de la croissance organique. Moi, je suis de l'école de la croissance organique, mais je connais aussi les pratiques et euh, comment il faut évoluer dans le monde du digital. Donc, si tu veux être freelance UX, UI, en tant que, et tu veux utiliser le digital comme ta source d'acquisition, il faut show your work. Il faut montrer ton travail sur les réseaux sociaux. Et au-delà de montrer le résultat, il faut montrer ton processus créatif. Il faut montrer qui tu es en tant qu'individu, en tant qu'humain. Faut que tu crées un lien entre les gens et toi. Et pour ceux qui ont mon numéro WhatsApp, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Si tu me suis sur WhatsApp, je partage beaucoup. Je fais beaucoup de stories via WhatsApp où je montre mon quotidien, comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je vis, mon éthique de travail, ma discipline, ma rigueur. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur ma story WhatsApp. J'ai quitté WhatsApp pendant 4 mois, mais je suis de retour dessus. Du coup, c'est là où je vais faire ce que je veux appeler du brand reinforcement. C'est-à-dire toutes les personnes que j'ai rencontrées dans la vraie vie, c'est à travers mes stories WhatsApp que je vais resserrer le lien. Mais il y en a d'autres qui vont le faire via Instagram, d'autres vont le faire via Facebook, d'autres vont le faire via LinkedIn, d'autres vont le faire via Telegram. Et en fait, c'est en créant ce lien-là que les gens, ils te connaissent et ils arrivent à te recommander. Donc, pour moi, en fait, si j'ai lancé Ayewa Talk sur LinkedIn, hier ou aujourd'hui, était la première fois où j'en parlais sur mon WhatsApp personnel. Si j'ai lancé ça sur LinkedIn, c'est parce que je ne voulais plus utiliser uniquement mon WhatsApp comme canal d'acquisition. Je voulais diversifier mes canaux d'acquisition. Je n'ai pas la discipline pour publier tous les jours sur Insta, pour publier tous les jours sur LinkedIn. Du coup, j'essaie vraiment d'optimiser dans la qualité et de faire juste du brand reinforcement. Je ne veux pas faire du brand acquisition. Je ne veux pas acquérir de nouveaux clients forcément. Je veux juste montrer que j'ai de l'expertise dans ce domaine-là. Mais si tu es débutant, moi, je te conseillerais de publier au moins une fois par jour sur n'importe quel réseau social. Tu choisis. Ne va pas dans tous les réseaux. Tu choisis le réseau qui te convient. Tu publies sur un réseau social de ton choix quelque chose tous les jours pendant un an. On le dit, c'est la formule, ça marche, mais c'est tellement simple et c'est tellement dur que la plupart des gens n'y arrivent pas. Si tu arrives à montrer ce que tu fais, à montrer ton process, à montrer ta façon de travailler, ta personnalité sur un réseau social pendant un an, franchement, tu auras des clients. Tu auras des clients, ça va te permettre de développer tes compétences techniques et autres. Et voilà. De l'autre côté, comment est-ce qu'on développe de façon organique? On participe aux conférences, on participe aux hackathons. Malheureusement, le Bénin ne fait plus assez d'hackathons. De 2017 à 2018, j'ai participé à énormément d'hackathons, Challenge Fund organisé par City. J'étais demi-finaliste, Cisna, bref, tous les hackathons, j'étais là-bas. Et je me pointais partout, je bossais, je rencontrais des gens, je pitchais mon entreprise, mes compétences. Donc, il y a le contact physique qui est aussi important parce que c'est à travers le contact physique au Bénin, en tout cas de mon expérience, qu'on a les contrats dans des grandes institutions. Je ne sais pas, mais je me dis qu'il est très rare que quelqu'un te contacte sur les réseaux sociaux, qu'une institution, en tout cas gouvernementale, publique, une grande institution, te contacte juste parce qu'ils ont vu tes posts sur les réseaux sociaux. Vraiment, il faut que tu sois, je sais pas, chanceux de ouf. Sinon, les procédures de recrutement dans les organismes publics sont faites de telle sorte que on ne peut que utiliser de l'acquisition physique. Donc, si tu veux travailler avec des individus, des personnes, des très petites entreprises, des moyennes entreprises, dirigées par des individus qui sont présents sur les réseaux sociaux, va sur les réseaux sociaux. Mais je donne un exemple, tu vas pas trouver le ministre du développement durable qui va te contacter parce qu'il a vu tes stories Instagram. C'est pas possible. Donc, dès que tu te mets sur Instagram, tu définis aussi la typologie de clients que tu auras. Par contre, sur LinkedIn, ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver
mais le ministre José Tonato ne va pas consulter LinkedIn tous les jours au point de voir que toi, tu produis du contenu de qualité. C'est aussi impossible. Par contre, quelqu'un peut te rencontrer sur LinkedIn et tu vas travailler pour lui d'abord. Et quand ton travail pour lui va être intéressant, demain, en fait, il pourra te recommander facilement à quelqu'un d'autre, que ce soit un ministre, un truc là ou autre. Donc, en gros, généralement, il y a une courbe qu'on utilise pour expliquer ce genre de phénomène. C'est la courbe de la loi normale. Vous pouvez la regarder. Et il y aura ce qu'on va appeler les early adopters. C'est les personnes qui sont des fous dans la société et qui vont accepter de contacter un gars qui ne connaissent pas d'Adam et d'Ève sur les réseaux sociaux pour lui confier un travail. Donc ça, c'est les early adopters. C'est les gens qui sont prêts à prendre ce genre de risque. Mais c'est généralement moins de 5 à 10% de la population. Donc c'est quand tu arrives à bien taffer avec ces gars-là, qui sont les fous qui peuvent faire confiance à un inconnu sur les réseaux sociaux, que eux, maintenant, ils commencent par t'amener ta first fan base, donc peut-être 10, les 10, 15 autres pourcents de la population. Donc, en fait, c'est eux qui vont parler de toi à un ami, à eux, dans la vraie vie. Ils vont lui dire, ah, ce gars, il est bon. Ah, j'ai travaillé avec lui, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux, j'ai travaillé avec lui, il était bon. Et puis, ça part d'une acquisition numérique vers une acquisition physique au final. Maintenant, la seule industrie où tu peux faire full digital, c'est si tu es dans la formation. Si tu es dans la formation, si tu formes les gens, tu peux faire full digital. Tu peux te contenter uniquement de poster sur les réseaux sociaux tes compétences de UX, UI designer et avec le temps, créer une fanbase qui sera prête à acheter tes formations en UX, UI design. Mais si c'est pour faire le travail sur le réseau social, franchement, je vais pas te mentir, ce sera difficile d'arriver à des grands postes. Donc, comment gagner sa vie en tant que freelance? J'ai dit tout ce que je sais sur ça. Ok, je pense que j'ai répondu à toutes tes questions. Waouh, ça aura pris 1 heure. Mais voilà ce que je peux dire sur l'ensemble des questions que tu as posées. On est presque à la fin de l'heure. Du coup, on va prendre les 15 dernières minutes pour voir dans l'assistance si des gens ont des questions spécifiques par rapport à tout ce qui a été dit. Et je vais voir la mesure dans laquelle je peux apporter des réponses à ces questions spécifiques. Donc, la parole est à vous. Ok, moi j'aimerais quand même bien vous remercier pour les réponses aux questions parce que ça m'a permis de voir beaucoup mieux, beaucoup plus en détail en fait, parce que je ne comprenais pas très bien quand je posais les questions, mais là je vois beaucoup plus en détail. Vous expliquer maintenant les différents domaines d'expertise et puis tout ce qui va avec. Je suis content alors. Super. Est-ce que quelqu'un dans l'audience a une question spécifique par rapport à tout ce que j'ai dit ou une question qui n'est pas en rapport, mais voilà, on a encore 15 minutes ensemble, donc 14 minutes là. Ok, ok. Waouh. Pitch. Donc, en gros, faut savoir que bah, j'ai eu le temps d'expérimenter beaucoup de choses. Pour les pitchs, je peux dire que ça a commencé depuis le collège parce que j'étais fort à faire des exposés. Donc, ça commence toujours quelque part. J'ai commencé par apprendre à pitcher au collège en faisant des exposés. J'aimais être convaincant sur les sujets sur lesquels je devais faire des recherches. Et comme j'étais un enfant curieux, j'aimais bien ça, partager ce que j'apprenais sur les questions. Donc, ça commence par les exposés au collège. Ensuite est venue l'université. Et pareil, j'étais devenu un peu plus à cran sur ça. Et c'était là mes premiers PowerPoint. Et en fait, littéralement, j'allais après l'université ou pendant l'université, rarement, j'allais googler comment bien faire une présentation. Donc, moi, j'ai un principe et le voilà. Si je veux faire un logo, je vais passer, je sais pas, si je fais 6 mois sur un logo, ou bien mon premier logo, j'ai fait 6 mois dessus, j'ai passé 5 mois à chercher comment faire un bon logo. Quelles sont les règles qui définissent un bon logo? Quels sont les principes pour faire un logo? Qu'est-ce qui permet de savoir qu'un logo est bon? Donc, je ne cherche pas comment on fait dans Illustrator quelque chose, mais je cherche les principes derrière. Pareil, quand je voulais faire du design éditorial, je suis d'abord allé googler c'est quoi les principes du design éditorial, quelles sont les règles du design éditorial, quels sont les principes du design éditorial. Donc, si aujourd'hui, je devais reprendre et je vais prendre le cas du pitch, c'est qu'est-ce qui définit un pitch? C'est quoi un pitch? Quelles sont les différentes formes de pitch? Comment est-ce qu'on fait un bon pitch?
quels sont les principes de l'éloquence? Quels sont les principes de la prise de parole en public? Comment est-ce qu'on travaille sa voix? Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est le pitch. Je sais que je vais aller pitcher, mais je sais que je vais parler. Comment est-ce que je contrôle le ton et le rythme de ma voix? Comment est-ce que je travaille ma puissance vocale? Comment est-ce que je travaille l'articulation des mots et ma capacité à prendre la parole? Comment est-ce que je gère le stress? Donc, en fait, je vais me poser une tonne de questions sur le sujet pour comprendre le sujet. Et je vais faire des recherches Google. Je vais aller en roue libre. Je vais regarder des centaines de vidéos YouTube. Et là où il y a une pépite, une mine d'or, c'est vraiment les TED Talks. Les TED Talks, c'est une pépite. Il y a des pépites sur même comment faire un bon PowerPoint, comment bien prendre la parole en public et tout ce qui va avec. Donc, en 2018, j'ai participé au Challenge Fund avec un projet qui s'appelait Griot de Storyteller et on était parmi l'équipe des demi-finalistes. Et je m'en rappelle particulièrement parce que je pense que c'est là où j'ai développé une confiance en moi absolue en ce qui concerne la prise de parole en public. Il y avait les expériences du collège, il y avait les expériences de l'université, mais c'était là le moment décisif. Parce que j'ai bossé comme un malade. C'était la première fois de ma vie où j'ai fait 12 heures sans sommeil. 3 jours vraiment sans fermer les yeux. Une seule fois, je consommais du contenu, je lisais. C'est là où j'ai développé mes compétences en business parce que je devais pitcher un projet à 2 personnes. Mais je vais vous dire, c'était le directeur général de Microsoft Afrique de l'Ouest, c'était l'un de mes mentors, le directeur général de Oracle. Je ne sais pas si vous connaissez Oracle, la grande multinationale, base de données et tout. Et en fait, c'était mes mentors et je devais leur pitcher mon projet avant d'aller pitcher ça à Semen City. Et c'était Semen City qui m'a donné ces mentors-là. Monsieur Patrick Etondé et j'oublie le nom du deuxième. Et en fait, c'était une expérience incroyable parce que de toute ma vie, jusqu'au moment où j'ai pitché mon projet à Patrick Etondé, qui était à l'époque directeur général d'Oracle Afrique de l'Ouest. Personne ne m'a jamais mis une raclée ou un vent terrible. Genre, personne ne m'a jamais démonté en termes d'argumentaire. Mais le mec, quand je lui ai pitché mon projet, il m'a démonté. J'ai fait 3 semaines à mettre en place le projet. J'ai veillé et il m'a tellement démonté à la veille. Le gars, il me dit que si moi, mon projet est réaliste, il va abandonner son travail et venir travailler pour moi. Genre, mais à quel point il voulait me faire comprendre que mon projet était irréaliste. Et c'est lui qui m'a appris à réfléchir un projet de façon réaliste, de façon pragmatique, à ne pas être trop dans les nuages, dans les rêves, dans l'idéologie, dans l'aspect de tout va bien se passer. Et en fait, j'avais appris à pitcher, hein, à travers les tutos et tout, mais j'étais confronté à quelqu'un qui était beaucoup plus expérimenté que moi, qui avait l'habitude de vendre à des chefs d'État dans un raisonnement logique, que mon idée était juste de la merde. Il m'a aussi appris que non seulement tu dois être bon à prendre la parole, tu dois être bon à maintenir un bon rythme, à savoir garder l'attention de ton auditoire, mais que tu devrais aussi maîtriser ton sujet et que tu devrais être vraiment bon de façon technique dans le sujet au-delà d'être bon dans la prise de parole en public. Donc voilà comment en fait j'ai appris à prendre la parole et les expériences qui m'ont permis de m'améliorer. Ensuite, ce pitch-là, je vais aller le faire au siège de la Banque mondiale à Cotonou devant des gens qui sont venus d'un peu partout. Et ça a été un grand bonus. L'année passée, je crois en 2022, j'ai pris la parole devant le président français lors de sa visite au Bénin. Et là encore, j'ai pris des cours particuliers qui m'ont été offerts par Semen City avec Acosphère, un grand groupe sénégalais qui faisait des cours de prise de parole en public. Ça, c'est pour la prise de parole en public. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a l'expérience depuis le collège, il y a les passe-gueules, genre aller se pitcher et se rendre compte que on raconte de la merde et apprendre de cela qu'au-delà de savoir, il faut maîtriser son sujet. Et troisième chose, c'est lire les livres, lire tout ce qui est disponible, regarder les vidéos, regarder les TED Talks. Quatrième chose, pitcher. Pitcher tout le temps, pitcher beaucoup, ça aide. Et pour finir, au niveau des outils, tu peux utiliser outils techniques, tu peux utiliser Figma. Des gens aiment faire leur PowerPoint, leur présentation sur Figma. Tu peux utiliser PowerPoint aussi intéressant. Tu peux utiliser Google Slides. Tu peux même utiliser Canva.
Mais moi, ce que j'aime le plus utiliser, c'est un logiciel qui s'appelle Keynote, qui est disponible uniquement sur Apple parce que pour moi, personnellement, en termes d'outils techniques, c'est le truc le plus malade pour faire des présentations. C'est insane. Ça te permet de faire des animations, de gérer euh, tellement de choses, mais malheureusement, il faut avoir un appareil Apple pour l'utiliser. Voilà. Oui, Thierry, je ne sais pas si j'ai pu brosser tous les côtés Jefta. Thierry, on t'écoute. Oui, ben, merci, merci, félicitations, bonsoir à tout le monde. En appui à la question précédente de Jefta, je pense. Je Oui. voudrais savoir quelles ont été les astuces techniques et autres que le mentor justement a partagé avec toi ou avait Oui. fait usage pour pouvoir te guider dans le réalisme de ta présentation ou de ton projet. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as partagé. C'est super intéressant. De mon expérience, c'est vrai et c'est ce qu'il faut faire. Donc, maintenant, quelles ont été les stratégies, les petites astuces pour pouvoir savoir si on est réaliste ou pas et de comment mieux se justifier et persuader son audience, en fait, de la situation. Ok. En fait, je pense qu'il ne m'a pas en soi partagé des astuces ou des techniques. Il a juste été brutalement honnête envers moi. Et généralement, on n'a pas la chance d'avoir des gens qui sont honnêtes envers toi. Tout le monde te dit ton projet est intéressant, tout le monde te dit c'est super, c'est bien, mais tu as rarement des personnes qui peuvent te démoraliser. En fait, qui veulent être tellement francs avec toi qu'ils s'en foutent de casser ton ego et ton rêve. Je ne sais pas si tu vois. Et parce que, en fait, la plupart des gens prennent ça comme, genre, moi, je lui ai présenté mon projet et il me critique, il ne m'a pas aidé. Et en fait, tu vas tout de suite rentrer dans les discours de motivation. Si personne ne croit en toi-même. Non, mais ouais, il y a beaucoup de gens qui le prennent personnellement. Donc, je vais vous donner un exemple tout simple. C'était quoi le projet? Je vais appuyer les rêves de Valérie parce que je les avais. Je voulais recréer l'histoire de la bataille d'Alfred Dodds avec le roi Béanzin et les Amazones en expérience de réalité virtuelle. Donc, mon projet, l'idée, c'était de prendre un casque de réalité virtuelle et de recréer la scène du combat des Amazones. Je ne sais pas si vous avez vu The Woman King. On peut dire qu'on a eu l'idée bien avant eux. Mais en fait, c'était de créer tout le combat en réalité virtuelle et de permettre à quelqu'un de porter un casque VR et d'être dans la scène et de voir les actions se passer, de pouvoir vivre le film en immersion totale. Et en fait, moi, je disais que au Bénin, il y a, enfin, j'ai fait mes recherches parce que je suis quelqu'un, j'aime avoir les chiffres, le côté rationnel et tout. Et je me suis rendu compte qu'il y a 300 000 étudiants qui font des sorties scolaires par an. Je me dis, mais ces 300 000 étudiants ou élèves, ils viennent tous à mon manège ou regarder les scènes là avec mon casque VR, ça fait quand même beaucoup d'utilisateurs. Franchement, 300 000 visites par an, c'était incroyable. Mais le problème, c'est que qui me dit que ces 300 000 personnes-là vont quitter chez eux et vont venir à Cotonou utiliser des casques de réalité virtuelle. Si on suppose... Spécifiquement pour cette circonstance. Exactement, genre, il y a quelque chose que je n'avais pas pensé. Comment est-ce que quelqu'un qui vit à Abomey, par exemple, prend le transport et vient à Cotonou pour vivre cette expérience? Donc, il se lève le matin à 8 h à Abomey, il se lave, il sort, il va à la gare, il prend le bus et il arrive à Cotonou. Il arrive où? Et il vient de où il est arrivé là. Comment? À là où je suis et ou à là où j'ai fait mon installation. Ensuite, l'expérience dure combien de minutes? Est-ce que c'est une vidéo de 5 minutes? Est-ce que c'est une vidéo de 10 minutes? Et combien de temps ça nous prend de faire porter le casque et de montrer à quelqu'un de l'installer pour vivre l'expérience? Donc, si on suppose que c'est une expérience de 5 minutes et qu'on prend 10 minutes par personne pour les installer, ça fait 15 minutes et que la personne, en fait, il lui faut 3 heures de trajet pour venir, oublions même le trajet, même si on prend même juste 15 minutes, fois 300 000 personnes, ça fait combien de temps? Et est-ce qu'on a vraiment ce temps-là dans une année pour accueillir autant de personnes? Et qu'est-ce qui se passe si les gens ils viennent casser enfin, si quelqu'un fait tomber l'appareil, si quelqu'un gâte l'appareil, combien ça coûte un appareil? Et combien d'appareils il faut pour permettre vraiment à 300 000 personnes de vivre cette expérience? Et en fait, il y avait juste trop d'incohérences dans mon projet. C'était intéressant.
Enfin, le projet est cool quand tu l'entends. Mais franchement, de façon pratique, c'était n'importe quoi. Et aujourd'hui, je dis Dieu merci que j'ai fait une formation en design parce que si c'était de mon point de vue de designer, enfin, de mon niveau de design, aujourd'hui, après ma formation, il y a plein d'erreurs que je ne peux plus commettre parce que je vais penser à ça. Rien que penser le parcours utilisateur d'une personne qui va vivre cette expérience élimine déjà la moitié des erreurs auxquelles je n'avais pas pensé et va faire que je vais trouver un angle d'approche beaucoup plus réaliste que de vouloir forcément faire une histoire de casse VR pour pouvoir mieux promouvoir la culture africaine. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Jefta, tu dis, j'aimerais savoir comment tu as pu trouver les événements pitch. J'imagine que tu savais bien ce que tu faisais. Donc, comment est-ce que j'ai trouvé les événements pitch? Faut dire qu'à l'époque, là, les pitch et les concours comme ça foisonnait. Et moi, j'utilisais un logiciel ou une application qui s'appelle Eventbrite. Enfin, j'ai ce défaut où, franchement, je m'appuie beaucoup sur Internet. Du coup, j'avais téléchargé Eventbrite et je m'enregistrais à tous les événements que je voyais sur l'appli. Il y avait aussi un autre service à l'époque qui permettait, je crois que ça s'appelle Meetup, qui permettait de s'inscrire aux événements. Donc, Meetup, Eventbrite, et c'était comme ça que je trouvais les événements. Et c'était le début de l'économie numérique, c'était le début du gouvernement où ils encourageaient toutes les initiatives numériques. Et quand tu dis numérique, tu as tu as les ministres qui viennent. Oui, Meetup et Eventbrite. Eventbrite, ça s'écrit pas comme ça. Eventbrite. Donc voilà les applis que j'utilisais à l'époque pour trouver les pitchs et les concours auxquels participer. Et il y a le Centre culturel français où vous pouvez faire des tours. Enfin, moi, j'allais partout. Hein. On dit séance d'orientation, Africa Design School, je m'inscris. Le site web de City, j'étais inscrit à leur newsletter. Donc, j'allais à tous leurs événements. J'allais juste partout, quoi. Tu me permets, Ola, je voudrais rapidement rajouter quelque chose que Ouais. j'ai fait aussi également. C'est vrai, pratiquement, j'ai fait ce que tu as fait là, seulement que je n'allais pas à tous les événements, mais j'avais quand même l'information. Mais en plus de ça, quelque chose qui m'a aidé, c'est des amis qui sont proches de ces institutions ou qui savent que j'ai un centre d'intérêt par rapport au sujet développé, donc qui pourraient me remonter rapidement l'information et voilà, on s'inscrit, on y participe aux hackathons. Donc, de bouche à oreille et aussi les Fab Labs. Au début, il y avait que, comment ça s'appelle? Blue Lab, dans Ok. les amis des années Ouais, 2015. ouais. Blue Lab. Et après, et True Labs qui avait organisé, par exemple, je crois, le plus premier hackathon Space App Challenge au Bénin, 2015 également, des trucs comme ça. Donc, il faut déjà se référencer aux Fab Labs qui sont sur la place, comment on appelle ça? Oui, qui sont sur la place, comment on appelle ça? Les structures de SAEI là, et d'accompagnement des startups qui sont sur la place. Et voilà, ensuite, de bouche à oreille, se référer aux gens. Ouais, Ça peut ça, être ce qui marche. c'est important. Bouche à oreille, tout ça. Donc, voilà, hein, on a parlé de l'argent. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui.